mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vélo podcast où on va débriefer le premier grand tour féminin de la saison, la Vuelta Femenina, qui a rendu son verdict après un week-end en hautes altitudes ou plutôt sur des pentes qui font déjà mal aux pattes, rien que d'y penser, notamment l'Angliru qui a vu un énorme renversement du général lors de la dernière étape de ce Tour d'Espagne qui était très plaisant. Forcément, quand on parle de cyclisme féminin dans Vélo Podcast, on accueille Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à toutes et tous. Bon, je le disais, une Vuelta qui aurait été à suspense avec différentes vainqueurs, avec un dernier week-end où on a connu deux grosses ascensions de Las Preres et de l'Angliru qui nous ont offert une magnifique bataille et puis ce renversement de général à la toute dernière étape. Une Vuelta qu'on peut distinguer en deux grosses phases. Hein. La première jusque jeudi soir où la part a été donnée aux sprinteuses, puncheuses, limite baroudeuses, quand on pense à Cédric Kerbaol, et vraiment les grimpeuses qui sont démenées, qui ont fait un beau spectacle ce vendredi et samedi. Ouais, vendredi, samedi, avec donc ces deux arrivées au sommet pour faire office de juge de paix de cette Vuelta. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la vainqueur finale, Paola Blasi, dont on a parlé et encore parlé pendant ce printemps des Ardennaises. Elle a brillé, elle a remporté l'Amstel, elle a fait un super mois d'avril en guise de préparation, 3e de la Flèche, 5e de Liège, et puis elle est arrivée en outsider. On l'avait vraiment placée en outsider de cette Vuelta, et puis au final c'est elle qui remporte ce Tour d'Espagne. Elle n'est pas arrivée de nulle part, on l'a vu venir et elle a confirmé tous les espoirs qu'on plaçait en elle. C'est la renaissance, on va dire, du cyclisme espagnol sur les courses par étapes, et c'est pas faire injure que de dire ça vis-à-vis de sa mentor Mavi Garcia, qui a souvent fait des belles performances. Mais là, je pense que l'Espagne tient quelque chose de gros, de grand. La dernière vainqueur espagnole d'un grand tour, c'était Joan Somarriba, à l'époque où Paola Blasi avait quelques mois. Ça remonte à quelques années, ouais, en effet, parce que là, ce nom-là me dit quelque chose, mais quand j'étais beaucoup plus jeune quand même, Julien. C'est la période où le Tour de France femmes avec Zwift s'appelait à la rigueur la Route de France. Oui. Où le Tour d'Italie était encore été marginal dans le calendrier, donc je dirais Somarriba, c'était il y a une vingtaine d'années, tout simplement. Et finalement, c'était encore une victoire pour les UAE au féminin, pas d'Elisa Longo Borghini, c'est Paola Blasi qui s'impose. Paola Blasi qui s'était révélée notamment sur un Tour de l'avenir en 2024, le Tour de l'avenir 2024 qui avait été remporté par Marion Bunel devant Isabella Holmgren. Paola Blasi avait terminé 4e, derrière une autre espagnole 3e, Eneritz Vadio Crespo, et Paola Blasi avait même terminé devant Julie Bégaud qui avait fait 5e. Tout ça pour vous dire que finalement l'UAE a bien senti le coup, l'a recrutée à l'hiver 2024-2025. C'est une fille, Paola Blasi, qui est aussi spécialiste de cyclocross, de gravel, qui aime bien aller sur tous les terrains, et cette saison on a senti qu'elle montait en puissance avec pour commencer en début de saison la 3e place au Down Under en début de saison au mois de janvier en Australie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, sur le profil de Paola Blasi, sur les attentes qui étaient placées en elle, et notamment chez UAE, où on sait quand même que tu as la grande figure Elisa Longo Borghini, puis que tu as quand même de la place derrière avec des Blasi, des Skiban. Déjà, c'est vraiment une coureur qui touche à tout, quoi, qui est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu la tendance actuelle, la grosse tendance, et tant mieux de voir des coureurs touche à tout. On va pas passer par exemple d'une Lorena Wiebes qui va faire de la piste, qui fait de la route, qui fait du gravel, une Célia Géry qui fait du cyclocross, une Paul Peters qui fait du cyclocross et du VTT. Donc, c'est une génération qui se diversifie de plus en plus, et Paola Blasi fait partie de cette tranche qui est une grosse pioche de la part de l'UAE Team ADQ, qui a réussi à c'était dans ses choix
entre Movistar et UAE. UAE a raflé la mise, quoi. Ils ont bien fait visiblement. Ouais, UAE qui mise aussi chez les jeunes. Chez les femmes, 23 ans, Paola Blasi, une semaine où elle a été bien placée dès le départ. Elle fait top 10 pratiquement toute la semaine. Sa pire place, c'est 13e lors de la première étape. Sur les arrivées punchy, elle était calée voilà, au milieu du peloton avec les autres favorites. Et puis elle s'est découverte lors de l'avant-dernière étape, l'arrivée à Las Preres, remportée par Anna van der Breggen. Et derrière, c'est dans l'Angliru, elle a bien géré sa montée et on peut quand même se dire que quand on voit les profils qui ont brillé, notamment dans l'Angliru, Anna van der Breggen était limite trop puissante pour cette montée, et Paola Blasi avec justement, tu l'as dit, son profil polyvalente, spécialiste de cyclocross ou de gravel, ça lui convenait très bien justement. Autant Anna van der Breggen sur l'étape de Las Preres où c'était plus court, c'était 4 km et demi d'ascension. C'était une vingtaine de minutes, je crois, d'effort. C'était une vingtaine de minutes, avec des passages peut-être plus en punch, ce qu'a encore une Anna van der Breggen par rapport à, on va en reparler certainement tout à l'heure, du différent Prévost qui a perdu ça. Que Blasi, elle aime bien le punch, on l'a vu. Si t'es pas puncheuse, tu vas pas faire podium sur la Flèche Wallonne. Tu vas pas faire une belle place sur Liège-Bastogne. C'est peut-être plus des efforts plus lissés. Elle le reconnaissait elle-même à l'arrivée de Las Preres que l'Angliru lui conviendrait peut-être plus que Las Preres. Et finalement, les Ardennaises commencent à devenir la meilleure préparation possible pour la Vuelta. J'ai envie de dire aussi peut-être pour le Giro qui est placé maintenant début juin. Ça va arriver très rapidement à la fin du Giro Homme. Va y avoir cet enchaînement, on sait, toujours en Espagne avec après la Vuelta. Dans quelques jours va arriver le Pays Basque et Burgos. Non, c'est ça, Julien? C'est ça, ouais. Itzulia, Pays Basque, voilà. Burgos. Et après, directement, le Giro. Après, il y a 2 courses intermédiaires. Il y a la Suisse qui arrive mi-juin. Il y a la Suisse mi-juin. Et après, on arrive vite, j'allais dire aux championnats nationaux, aux vacances. Ouais. Non, pas les vacances, la prépa pour le Tour. Le mois de juillet va être un peu plus calme. Ah oui, parce que les mois de juillet d'avant, début juillet, il y avait le Giro qui a été replacé un mois plus tôt, début juin. Mais ouais, les Ardennaises, pour la Vuelta, c'est maintenant la préparation idéale parce que vous faites des classiques à haute intensité sur une journée qui correspondent à des efforts que vous retrouvez sur la Vuelta. Et après, vous arrivez avec une fraîcheur optimale sur le Tour d'Espagne maintenant pour le peloton féminin. T'as une coupure, hein, t'as une semaine pour t'en remettre des Ardennaises. Voilà, cette année, en plus, elles ont eu de la chance. Il n'y a pas eu ce qu'on a pu connaître certaines années, de la pluie, du froid, de la neige. Donc là, au niveau organisme, c'est idéal. Et cet enchaînement est pas négligeable. C'est pas mal parce que tu fais tes efforts à ton intensité quand t'enchaînes au-delà des Ardennaises. Tu peux déjà commencer sur la Flèche Brabançonne, ce style d'effort, l'Amstel, et après les 2 classiques vraiment ardennaises dans les Ardennes belges, quoi. Ouais. Et Paola Blasi, qui finalement avait brillé dans ce triptyque ardennais, qui a fait au pire une 5e place sur ce triptyque ardennais. Bon, c'est quand même pas trop mal, 5e à Liège, et qui derrière donc remporte le Tour d'Espagne. Est-ce qu'on a le programme pour la suite de la saison de Paola Blasi? Est-ce que, normalement elle devrait squeezer le Giro, elle devrait peut-être enchaîner avec les courses espagnoles et peut-être couper peut-être jusqu'au Tour de France? Alors, il y a a priori rien de décidé d'après ce qu'elle disait après la Vuelta. Peut-être déjà envie de couper, peut-être. 23 ans, faut aussi ménager les carrières et les jeunes filles. Même s'il y a 2 courses en Espagne chez elle. Même s'il y a 2 courses en Espagne, a priori, il n'est pas prévu sur. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Après, voir en fonction de sa forme et de son envie surtout. Ouais, l'envie, la fraîcheur, la forme, la récupération après ces courses qui viennent de se dérouler. On va avancer dans la suite du programme. Paola Blasi, donc placée toute la semaine, Julien, qui aura fait le taf et qui a doublé Anna van der Breggen sur cette dernière étape. Anna van der Breggen, en un mot, on l'a juste évoqué. On va passer à Marion Bunel juste après parce que c'est quand même la belle surprise, Marion Bunel, de ce podium final. Juste Anna van der Breggen,
Bon, elle a tout fait bien, et puis bah voilà, il y a cette petite jeune là, je dis pas qu'elle pourrait être sa fille, mais bon, il y a 15 ans d'écart entre les deux, alors il y a peut-être un peu moins, il y a 13 ans d'écart entre les deux, mais Anna van der Breggen, il lui a manqué pas grand-chose, elle a une victoire d'étape à Las Preres, elle est placée là aussi toute la semaine, c'est dommage, mais en même temps, elle confirme aussi la régularité qu'on a vue depuis le début de saison, en tout cas sur ce triptyque ardennais. Là aussi, elle fait 9e à l'Amstel, 5e à la Flèche, 4e à Liège, et à Liège, alors je crois que tu me disais dans le débrief de Liège qu'elle avait été un petit peu malade, hein, d'ailleurs, elle fait 4e, elle revient de nulle part et elle est un petit peu malade. Elle est angine, bronchite. Non, c'est une belle performance. Et puis, elle se dit que finalement, elle est en train de réussir son pari, de revenir. Ouais. Un peu, c'est un retour, on l'a déjà souligné quelques fois, c'est un retour dans l'ombre de l'autre retraitée de la route, Pauline Ferrand-Prévot. Elle a pas couru, elle avait pas couru. Certes, elle s'est entretenue, elle faisait des sorties avec les coureurs. Ouais. Mais, elle était juste dans la voiture à suivre les coureuses pendant les courses, quoi. Mais rien ne remplace, même si c'était du VTT pour Pauline Ferrand-Prévôt, rien ne remplace la course, rien ne remplace les intensités pour avoir un rythme de course. Et là, elle prouve haut la main que, elle peut être de retour. Ouais. Anna van der Breggen qui l'an dernier avait fait les 3 grands tours, elle avait fait 3e de la Vuelta, 6e du Giro et 11e du Tour de France. Donc on va voir la suite du programme de Anna van der Breggen. Voilà, le podium, on va continuer à en parler. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Podium final de cette Vuelta, Paola Blasi devant Anna van der Breggen et Marion Bunel 3e à la surprise générale, il faut quand même le dire, parce que Marion Bunel, elle devait être dans l'ombre et travailler dans l'ombre de Pauline Ferrand-Prévot et travailler pour elle, et au final on a très bien vu dès le début de l'ascension de Las Preres que ça allait être pour Marion Bunel. C'est elle qui avait le meilleur coup de pédale, c'est elle qui a très bien géré la montée notamment de l'Angliru. On parlera très rapidement de la vainqueur de l'Angliru parce qu'il faut que tu nous en parles, moi je la connais pas du tout, mais Marion Bunel fait 4e à l'Angliru dans la même seconde que Juliette Berthet, et elle fait 3e du général. Est-ce que c'est l'avènement de Marion Bunel au plus haut niveau mondial, et je dis bien l'avènement, même au-delà de son travail pour Ferrand-Prévot dans le col de la Madeleine l'année dernière au Tour de France? On l'avait vu un petit peu, on l'avait vu arriver petit à petit, Marion Bunel, qui gagne un Tour de l'Avenir, qui fait 2e du Tour de l'Avenir l'année suivante, et qui grappille petit à petit. Après, elle devait être là on va dire, en soutien, équipière de luxe, en lieutenant de Pauline Ferrand-Prévôt, qui était annoncée leader sur cette Vuelta par son équipe. On va en parler, ouais. Pauline Ferrand qui n'a pas l'air super en forme, et la Visma Leasebike a bien réussi son coup de poker le matin du vendredi, de dire à Marion Bunel d'y aller, que c'était elle qui était leader. Après, que si elle avait les jambes, surtout que si elle avait les jambes, fallait qu'elle y aille et pas qu'elle attende Pauline Ferrand-Prévôt. C'était surtout ça. Ah ouais, non, c'était surtout ça. Et il y a une grande complicité entre les deux. Donc, à mon avis, ça avait déjà dû se décider dans la chambre la veille ou l'avant-veille. Non, alors, elle sort pas de nulle part. Elle est régulière, elle est constante. Elle a été super intelligente toute la semaine. Toujours bien placée. Alors, bien placée par elle-même ou par ses coéquipières, un peu des deux, certainement. Mais, alors, peut-être pas encore l'avènement. Moi, je l'attendais plus encore l'année prochaine. Encore à prendre dans les roues de ses leaders, d'une Marianne Vos, malheureuse sur cette Vuelta, ou d'une Pauline Ferrand-Prévôt, ou d'autres. Mais non, c'est une semi-surprise de l'avoir sur le podium. Alors, bon, semi-surprise, quand même, quand on voit toute la concurrence qu'il y avait, des Nevia Doma, des Ferrand-Prévot, Van der Breggen, on peut citer des Juliette Berthet. On se dit quand même que elle, l'avoir 3e, alors on va détailler un petit peu les autres résultats, mais les autres filles, on va parler des autres filles, mais on se dit quand même que elle termine 3e à 49 secondes de la vainqueur, alors que le reste de la concurrence est à plus de 2,30 de Paola Blasi. Elle a été largement au niveau. Enfin, toi tu t'évoques pas d'avènement, mais quand même Marion Bunel, c'est pas celle qu'on attend le mieux, et peut-être que ça correspond plus aussi. Tu te rappelles, on avait parlé notamment du Tour de l'Avenir féminin. Là. C'est l'année dernière où elle est en duel avec Isabella Holmgren, c'est ça aussi, encore une fois. L'année dernière, ouais. Et c'est Holmgren qui gagne, qui prend sa revanche sur Bunel sur l'année d'avant. Sur l'année d'avant, on a arbitré un temps par Paola Blasi avant qu'elle explose totalement.
totalement. Oui, et à ce moment-là, je t'avais évoqué, j'avais un peu peur que Marion Bunel souffre d'un manque de puissance avec son petit gabarit. Et au final, ces montées de la Vuelta, c'est ce qui correspond le mieux à son profil, à ses capacités. Bah, c'est son type d'effort, hein, plus que les longs cols, genre la Madeleine ou même le Ventoux cet été. C'est peut-être ce qui va lui manquer en puissance. Faudrait peut-être qu'elle travaille aussi en puissance parce que tu gagnes pas un grand tour, sauf quand c'est pas au programme comme cette année. Mais si tu marches pas chrono, on est un peu on commence à être un peu sur ces tendances-là. Par exemple, une Blasi qui est championne d'Espagne du chrono. Oui. Bunel en chrono, ses références sont pas top. Et même donc, sur un chrono en côte l'année dernière sur le Tour de l'Avenir, je reprends ce Tour de l'Avenir, c'était la montée de la Rosière, 10 km, elle avait pris 1:11 par Isabella Holmgren. Et voilà, donc c'est un peu, il manque peut-être un peu de puissance, quoi. Va falloir travailler ça parce que tu pourras pas. L'école et la façon dont sont courues les courses maintenant chez les femmes, t'es obligé de passer par la case puissance. Ah oui. C'est très très rare des arrivées de ce style-là où tout se joue sur des pentes à 20, 17, 15%. Des cols comme ça, il y en a très très peu en France pour ce genre d'arrivée. Ouais, et encore, il y a eu un débat sur l'utilisation, en tout cas sur les montées notamment de l'Angliru chez les femmes. Certains disaient que ça n'allait pas servir le cyclisme féminin qu'elles aillent grimper l'Angliru. Alors, c'était pas Aude Bianic qui était invité, C'était Aude Bianic, chez d'Eurosport, ouais. Chez Bistro Vélo qui disait ça, ouais. Ouais. Après, toi, t'en penses quoi? Au final, elles ont fait le taf et elles ont montré que peu importe le col et la course que vous mettez aux femmes, elles font le taf, quoi. Elles font le taf. Alors, peut-être que dans les années à venir, ça va aussi donner des idées au tir d'Italie. Ils ont déjà ce genre d'idées. Ils ont Cologne, ils l'ont déjà fait. Là, cette année, l'avant-dernière ascension de la dernière étape, c'est le Colle des Finestre, Voilà. qui est connu par Marion Bunel, qui a fait exploser le Tour de l'Avenir là-bas. Alors, peut-être que d'ici là, on va avoir une arrivée. Mais tu penses que ça dessert le cyclisme féminin, toi, ce genre d'ascension? Moi, j'avais un peu peur, honnêtement, sur l'Angliru. Je vois qu'il n'y a aucun hors-délai. Alors, le niveau s'est densifié. Quand tu repenses à la première arrivée finale du Tour Femme à la Super Plongée Belle-Fille, où t'avais des hors-délais rien que sur cette étape-là. Tu vois qu'il y a eu du taf de franchi déjà. Et non, ça l'a pas desservi. Au contraire, les images étaient belles à voir. Les coureurs n'ont pas eu peur de ça, quoi. Ils y ont été sans aucun complexe, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que en fait, on leur met des difficultés face à elles, des grosses difficultés, des gros cols, et en fait, elles arrivent à faire le spectacle. Et à chaque fois, et pourtant, c'était un Angliru qui était glissant avec une route mouillée. C'était Las Preres où c'était. Las Preres, c'était sous l'orage. Las Preres, c'était sous l'orage, et pourtant, elles ont fait le taf. Elles ont fait le taf toute la semaine. Et je trouve qu'en fait, on en parlera un petit peu dans la suite du podcast, parce que notamment un article de l'équipe sur la grande fragilité du peloton féminin. Mais je trouve je trouve qu'elles font le taf en fait, et ça ne dessert pas. Elles sont là. Elles font l'Angliru comme chez les hommes, et puis terminé. Enfin, tu vois, elles font le taf, quoi. Sachant qu'il faut aussi rappeler un truc, c'est que le Tour d'Espagne, normalement, ça devait pas être 7 mais 8 étapes. Qu'il y avait juste pas assez d'argent pour boucler le budget pour une 8e étape cette année. C'est une réalité. Ça fait aussi partie de ce thème de la fragilité dans le peloton féminin. Et elles montrent, elles font le spectacle. Et au final, félicitations pour Marion Bunel. Petite anecdote. Attention, c'est l'instant anecdote, Julien. Marion Bunel a un frère qui s'appelle Marius Bunel et qui joue au rugby dans l'équipe espoir de Rouen. Petite anecdote. Et oui, c'est pourquoi je dis ça. Une famille très sport. Hein. Et oui, et parce que je l'ai commenté, Marius Bunel, quand j'ai commenté l'Union Bordeaux-Bègles, les espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles contre Rouen, il y avait Marius Bunel sur le terrain. Donc voilà, ça m'avait... Mais pour en revenir à l'Angliru, quand tu vois ça, tu dis que finalement, ce serait pas mal une arrivée du Tour ou du col de la Lose pour voir ce genre de gabarit s'installer. Ah ça va forcément donner des idées à SO. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont visiter petit à petit les grands cols français, et que col de la Lose s'est installé ces dernières années comme un des grands cols du cyclisme en France. Donc ça va forcément donner. Et cette année, c'est le Mont Ventoux. Donc t'as oublié que c'était le Mont Ventoux. Oui, non, genre j'ai pas oublié. J'ai pas envie de l'oublier, parce que moi, la veille des femmes, je me fais la cyclo, l'étape du Tour femmes, et je vais pas oublier, mais si, j'ai peut-être envie de l'oublier en fait, je crois. Je sais pas trop. Je sais pas trop sur quel pied danser.
attaque de Marlou. Il veut passer à la télé, celui-là. Bon bref, allez, on va passer à la suite avec après Marion Bunel. On parlera des autres, mais je voudrais quand même qu'on parle de Pauline Ferrand-Prévot parce que c'était la leader annoncée de la Visma-Lease The Bike, Julien. Bon, on avait de grosses interrogations après les Ardennaises. Elle était passée à côté des Ardennaises. Et Pauline Ferrand-Prévôt, elle l'a pas rassurée. Elle n'était pas, c'était pas rassurant. Après, elle dit que dès le début de semaine, elle a vu que ce serait pas ça, qu'elle ferait les montées tranquille entre guillemets au watt, que c'est juste un passage pour le Tour de France, que c'est faut pas s'inquiéter. Après, peut-être que Pauline Ferrand-Prévot se rend compte qu'elle est plus aussi punchy qu'avant et que on en avait parlé de ça, de son manque de punch, que le sommet du Tour cette année sera le Mont Ventoux, on en revient, et que si t'emmènes 2-3 personnes à partir du Chalet Reynard, faut du punch pour essayer de s'imposer là-haut. Donc soit elle mise tout sur ça, plus le contre-la-montre de monter au watt, le Ventoux et le chrono, soit on peut peut-être avoir quelques inquiétudes. Pauline Ferrand-Prévot qui a donc terminé 35e, je dis bien 35e du général final à un quart d'heure de Paola Blasi. Sa saison à Pauline Ferrand-Prévôt, elle restait sur une 22e place à Liège-Bastogne-Liège, 7e à la Flèche, et puis elle avait disputé Paris-Roubaix, on se souvient, en soutien à Marianne Vos, 3e, 2e du Ronde 2, 29e d'Estradé. Si je regarde un peu l'année dernière, parce que pour faire le comparatif à l'année dernière, elle remporte le Tour de France, mais entre le Tour de France et la Vuelta, qu'elle avait disputé, qu'elle n'avait pas terminé, elle avait abandonné la Vuelta, elle n'avait pas couru. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va sûrement avoir à peu près le même modèle. Elle va couper entre le Tour d'Espagne et le Tour de France, elle va partir en stage, et puis on va la revoir au départ du Tour de France, et puis on verra bien la forme qu'elle aura. Non, maintenant, c'est ça qu'il faut se dire. On va voir comment elle va travailler en stage, quoi. Et comme d'habitude, on n'aura aucune info parce que quand elle est en stage, elle ne communique pas, ni sur son état de forme, ni même son équipe. Donc, on aura fin juillet, début août, Pauline Ferrand-Prévot, on aura au départ du Grand Tour avec la grande interrogation, est-ce qu'elle aura rattrapé son retard de préparation? Et on verra après aussi s'il y a une photo de Pauline Ferrand-Prévot avec un maillot XXS où elle nage dedans. On verra qu'elle aura perdu du poids. On verra juste où ses joues. On verra tout de suite, quoi. Tu penses que c'est un problème d'affûtage pour Pauline Ferrand-Prévôt, ou alors on en parlait pour Paola Blasi et Marion Bunel, ces cols espagnols ne correspondent plus du tout aux qualités d'une Pauline Ferrand-Prévôt en 2026. On connaît même qu'elle a plus ce côté punch, quoi, et qu'elle a besoin d'avoir des efforts diesel, quoi, de se mettre sur un rythme et lisser. Lisser sa montée, ce qui est trop court pour une Las ou sur une côte style La Redoute ou même le vieux Quarmont, quoi. C'est des courses, des côtes qui sont devenues trop punchy pour elle, où elle peut pas mettre en place ses watts, quoi. Ah oui, et on le voit, elle a besoin d'installer un rythme, et elle a besoin d'avoir des cols roulants, mais comme l'était le col de la Madeleine l'année dernière, où elle a surclassé tout le monde dans ce Tour de France. Bon, voilà, elle termine 35e du général final. Autre déception, j'ai quand même envie de citer, dans les principales déceptions, Kasia Niewiadoma Fine, qui fait 8e du général final à 3 minutes 06 de Paola Blasi. Une Niewiadoma, on l'attend au minimum dans le top 5 de ce genre de course, surtout quand on a Marion Bunel 3e. On en parlera un petit peu après, Ozoa Stalazza qui fait 4e. Grande interrogation sur Kasia Niewiadoma qui est apparue encore et toujours esselée dès que ça devient difficile, quoi. Sur le papier, elle avait peut-être une des équipes les plus séduisantes, avec une Cécilie Uttrup-Ludwig qui était renaissante un peu sur cette Vuelta, une Nevi Bradbury qu'on portait au nu il y a quelques années et qui était absente de cette Vuelta, alors qu'elle était là pour épauler ses leaders. Non, manque de soutien et je pense que ça a dû, du coup, comme elle a vu qu'elle était pas dans le coup à la Spress, ça a dû lui péter dans la tête et puis finir comme elle pouvait, quoi. Ça fait depuis, je regarde un petit peu, ça fait depuis 2018 qu'elle est dans cette équipe Canyon SRAM. Elle est annoncée à l'île de Trek, je crois, pour la saison prochaine. C'est le moment pour elle de changer d'air un petit peu, de voir un petit peu ailleurs, parce que les années passent, elle a 31 ans. Elle a énormément de places d'honneur, mais au final très peu de victoires par rapport à son potentiel. Bon, même si elle a quand même peut-être remporté la plus belle course qui soit, le Tour de France en 2024, sans remporter de victoire d'étape, mais elle a remporté le classement du général du Tour de France, et ça compte.
mais au final, elle pourrait remporter tellement d'autres courses qu'on se dit c'est peut-être le bon moment pour elle maintenant d'aller voir ailleurs. Ah, ce serait le bon moment. Alors, conjoncturellement, visiblement, il se passe des choses. Elle aurait besoin d'aller voir ailleurs pour au moins exploser, voir autre chose. Et il y a Lidl Trek de l'autre côté qui se dit que c'est recru finalement pour les grands tours. Bah, c'est pas tout à fait ça. On a eu une Gagliardini, par contre, qui est renée sur ce genre de finale d'étape. Hein. C'était son style à son prime en 2023. Une Bauerfeind qui est un petit peu en retrait. Une Irene Marcus qui a fait podium d'une Vuelta qui est loin aussi cette année. Donc, ils ont besoin, à mon avis, l'un a besoin de l'autre pour continuer à grandir, quoi. Ouais, avec voilà et finalement seulement une Isabella Holmgren qui arrive à briller maintenant hein, sur ces grandes courses. Bah voilà, on l'attend, Isabella Holmgren. Je regarde un petit peu le classement ici des courses. Bah, Niamh Fischer-Black, Isabella Holmgren. Ça va être un petit peu les deux filles qui vont briller sur ce genre de profil. Kasia Niewiadoma, elle, on sait par contre, Kasia Niewiadoma, c'est minimum top 5. Bon, là, non, elle fait pas top 5, mais c'est minimum top 5 à chaque course à laquelle elle dispute. Puis Kasia Niewiadoma, c'est podium de tous les grands tours, C'est podium de tous les tours de France Femmes et Zwift. Ah ouais, non, mais ça, c'est une régularité impressionnante. Elle fait Il y a troisième par Vollering, il y a personne qui l'a fait, 2023. quoi. Ouais. Troisième en 2022, troisième en 2023, vainqueur en 2024, et puis en 2025, l'année dernière, elle fait encore troisième. Donc, c'est-à-dire que ça t'assure des points, ça t'assure des places, et puis bah après, à voir si elle est mieux entourée, peut-être qu'avec Kayan SRAM, avec encore une Isabelle Holmgren qui continue de grandir, bah, ça peut peut-être être vraiment une super doublette pour les années futures, et pour la suite de la carrière de Kasia Niewiadoma, voilà, qui fait partie d'un peu de nos déceptions de cette Vuelta. On va passer à la suite, parce qu'il n'y a pas que des déceptions dans cette Vuelta et dans ce général final. Il y en a une, je voudrais en parler. Uzoa Ostaladza, elle fait quatrième de ce général. Uzoa Ostaladza, on la connaît pas beaucoup. Elle fait partie d'une équipe basque, la Laboral Cucha, elle a 28 ans. Et alors, pourquoi je vais en parler? Parce qu'elle s'est révélée dans une course que moi j'avais commentée il y a quelques temps. C'était en 2023. C'était le Tour des Pyrénées. Alors c'était 2023 ou c'était 2024? L'année d'après, elle avait brillé. 4. Mais 2024, voilà. Le Tour des Pyrénées qu'elle avait remporté devant Valentina Cavalar. Parle-nous un petit peu d'Uzoa Ostaladza et de cette équipe Laboral Cucha. La Laboral Cucha qui est basée sur Euskaltel, hein, pour les grands fans de cyclisme masculin, qui est quand même une équipe historique, je vais dire basque et espagnole, sinon je vais me fâcher avec et les basques et les espagnols. Basque espagnol, tu peux dire. Oui. Voilà, basque espagnol. Hein, Ostaladza, elle a monté petit à petit. C'est peut-être aussi le genre de coureur qui est souvent bien placé. Hein. Quand tu vois que elle te sort des performances sur le Tour de l'Ardèche, qu'elle est championne d'Espagne, qui a un petit palmarès, hein, qui se construit un petit palmarès, qui a que 28 ans, qui est encore jeune dans le cyclisme, qui monte tout en fonction de son équipe. Alors, son équipe veut rester en Continental Pro, en restant dans les deux meilleures équipes Continental Pro, permettant de faire toutes les World Tour pour des questions de budget, hein, tout simplement. Mais est-ce que Ostaladza aurait pas intérêt aussi un peu à la Kasia Niewiadoma pour continuer à grandir dans une équipe qui voit plus grand, quoi? À voir. Très sincèrement, j'ai pas la fin de contrat d'Uzoa Ostaladza, mais bon, c'est une super performance de la part de la grimpeuse puncheuse espagnole, qui a brillé sur des efforts qui correspondent très bien à l'Aspreres où elle fait 11e et à l'Angliru où elle fait 8e, et au final elle arrive à grimper à la 4e place du classement général. C'était bien en 2024. Moi et les années entre 2023 et 2024, c'était bien en 2024 que je l'avais commenté. Uzoa Ostaladza, la Laboral Cucha, et elle avait grimpé, elle avait brillé sur le col Le d'Aubisque. Soulor, non? Le Soulor l'Aubisque. C'était l'Aubisque. Elle arrivait au sommet d'Aubisque en passant par Gourette, et elle avait remporté la victoire. Elle avait remporté l'étape au sommet de l'Aubisque après un magnifique mano à mano avec Valentina Cavalar. Et voilà, elle avait
Elle avait pu bénéficier notamment du travail de son équipière Yorani Blanco de l'époque, qui maintenant est chez Human Powered Health. Parmi le top 5, un petit mot sur Juliette Berthet, la FDJ United Suez. C'est pas une déception, Juliette Berthet 5e pour moi, je vais te le dire très sincèrement, parce que elle fait top 5 de la Vuelta. Elle fait top 5, elle est toujours régulière, elle a travaillé pour Demi Vollering sur les Ardennaises, elle fait 9e à Liège en étant équipière de Vollering. L'année dernière, elle fait 7e sur le Tour de France, elle était passée un petit peu au travers du Giro en craquant en fin de tour. Elle faisait 5e de la Vuelta l'année dernière déjà en travaillant pour Demi Vollering. Je trouve que dans ce que devient Juliette Berthet, une équipière de luxe pour Demi Vollering, faire 5e de la Vuelta en ayant le rôle de leader, c'est pas une mauvaise performance, surtout, et on le dit, sur des cols qui sont peu roulants, alors que elle a besoin justement d'avoir ses efforts dans des cols roulants. Juliette Berthet, c'est aussi l'archétype de la coureur qui a besoin d'avoir un lissage dans ses bosses. Elle a quand même un peu de punch. Sinon, tu finis pas 5e de cette Vuelta cette année. Mais elle a besoin de lisser ses efforts. Elle a eu ce petit jour 100, malheureusement, où elle perd 2 minutes 20. Et quand tu regardes l'addition totale, elle finit 5e à 2,36. Donc, elle n'a pas ce petit problème, ça peut tout changer. En parlant de Juliette Berthet, on peut rebondir sur une qui a fait une saison blanche, on peut dire, en 2025. Evita Music, qui fait 10e. Qui finit super bien cette Vuelta, qui fait top 10 dans l'étape de la Sprérès. C'est un bon retour, donc ça peut donner encore plus de billes pour emmener Demi Vollering sur la plus haute marche avec le maillot jaune au Tour de France. Oui, parce que ce sera l'objectif d'Demi Vollering, qui sera d'ailleurs sur le Giro dans un mois, le Giro Femmes qui sera début juin. Voilà un petit peu. Tu voulais parler dans les belles surprises, notamment de l'équipe Mayenne qui a brillé qui a aussi qui a assumé son statut de coureur d'équipe invitée. Mayenne Mombana Maipai, elle présente tous les jours, que ce soit Nathalie Quinn sur la première étape, on a du Alice Coutinho, on a eu du Léa Rondel, du Justine Guégu, on les a quasiment toutes vues en échappée, avec un top 30 au final pour Carolina Perez-Kitco. C'est une des équipes Continental Pro, donc qui était invitée sur cette Volta, qui a pas forcément le plus gros budget, qui a pas l'effectif le plus ronflant, mais ils ont été là tous les jours, quoi. Et ils ont porté le maillot distinctif pendant 2 jours avec 2 coureurs différentes. Et d'abord Marion Allione, qui a rechippé le maillot de grimpeur à Ashley Mollman-Pazio, qui est pas un nom inconnu dans le peloton professionnel. Alice Coutinho, qui a aussi pris son maillot à poids le lendemain, qui est un peu une coureure qui a évolué sous les radars des équipes françaises, en allant en Espagne notamment. Et là, tu vois qu'elle s'illustre, et surtout pour une néo-pro qui a une expérience dans le peloton, Justine Guégu, qui fait une belle Volta, qui bosse pour ses coéquipières et qui va faire 11e sur la dernière étape de sprint, remportée par Mischa Bredvold. Je pense qu'on peut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe qui a répondu présente, archi présente sur cette Volta, quoi. Et à l'invitation, invitation qu'elle a réussi à gagner, cette équipe, pour ce Tour d'Espagne. Voilà, il fallait en parler parce que ça travaille bien. Et ça arrive quand même à se montrer à l'avant sur ce Tour d'Espagne. Un petit mot avant de terminer. Ouais. C'est une structure, quand tu regardes les coureurs qui sont passés par là. J'ai juste donné 2 noms de coureurs qui ont pas percé après en étant passés chez eux. Noémie Rueg, qui est passé dans cette structure-là, et Maëva Skiban. Donc c'est que ça bosse bien, ça fait de la détection, ça fait le taf de détection, ça les fait progresser, ça leur fait du développement, et derrière ça fait de belles coureurs, quoi. Ouais, Noémie Rueg d'ailleurs, qui avait remporté, alors elle était malheureuse, elle a remporté la première étape de cette Vuelta, elle a chuté lourdement en tout cas. Dès le lendemain, avec le maillot rouge sur les épaules. Elle a encore prouvé qu'elle était une des meilleures pencheuses au monde. L'occasion de dire que Cédric Kerbaol a remporté la victoire d'étape pour les Françaises sur cette Vuelta. Une victoire d'étape et une belle victoire d'étape pour Kerbaol, qui se montre toujours aussi offensive. Une victoire très offensive, très maligne, surtout en fin de secteur pavé de ville, on va dire, à la Corogne. Là où tout le monde était déjà à bloc, elle ressort, quoi, de ce groupe-là, et sa coéquipière qui fait une cassure mais phénoménale, magnifique. Beau travail d'équipe, beau duo de Cédric Kerbaol et de Alice Towers, la belle-sœur de Nim Fisher-Black d'ailleurs,
pour ceux qui aiment bien les petits potins. Non, belle victoire et il lui manque plus qu'une étape du Giro pour rentrer dans la trilogie des vainqueurs sur les 3 grands tours. Ah oui, Carbarol qui avait remporté une étape l'année... Non, pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. 2024 aussi. 2024, voilà. Ouais. L'année dernière, c'était Maëva Skiban, non, parce que je m'étais mis en tête que c'était avec Maëva Skiban qui avait remporté, mais non. Les années, vraiment, c'est compliqué. Bon, voilà, 2024, 2026, ça remporte à la Vuelta, on verra. Pour le Giro, je connais pas trop son programme pour la suite, on verra pour Céline Carbarol qui a ce profil maintenant offensif. On le sait, elle brille et elle sait briller quand elle a la place, elle sait le faire. Elle était 3e du général au départ des 2 dernières étapes et puis après les montées de Las Preres et de l'Angliru ont remis tout le monde à sa place. Pour terminer, avant de parler d'un petit sujet d'actualité, mais juste je voudrais que tu nous parles de cette vainqueur de l'Angliru. Je sais pas d'où elle sort. Je t'avoue très sincèrement, Petra Stiassny de la Human Powered F, elle termine en plus 30e du général final et elle vient remporter l'étape reine de l'Angliru. Elle sort d'où? Qui est-elle? Parlons un petit peu de cette Suisse. Petra Stiassny, pour cette étape de l'Angliru, c'était son étape de rêve. C'est la seule qui rêvait de gagner là-haut, qui disait que ça allait être le paradis d'aller là-haut pour elle. Pour un gabarit comme elle, c'était l'endroit rêvé, 1m60, 45 kilos. Petra Stiassny qui a commencé, comme beaucoup de coureurs de cette génération-là, après une petite épidémie de grippe, le Covid en 2020, puis qui a commencé à marcher sur les chronos. Alors, dommage qu'FP soit pas là parce que c'est une discipline qu'ils aiment beaucoup en Suisse. Les chronos en montagne, sur des ascensions, qui en a gagné plusieurs, qui a gagné notamment le championnat de Suisse avant d'être repéré par l'équipe Roland, Kogeas Roland à l'époque, puis Israël Première Tech Roland et ainsi de suite, qui a fait un petit détour de 2 ans en Belgique, chez Phoenix de Koninck, où ça n'a pas forcément fonctionné. Et c'est ce genre de coureur, très punchy, très bien dès que la montagne s'élève, mais super combatif d'un Tour de Romandie. Et c'est bizarre, c'est dommage que cette course s'arrête, et ça va faire forcément après lien avec ce qu'on disait. 5e d'un Tour de l'Avenir, le premier Tour de l'Avenir qui avait eu lieu, remporté par Shirin Van Anrooy, qui avait remporté devant Anna Chaclet, Gaia Realini, Anthony Niedermayer. Donc c'est des noms qui causent forcément maintenant, qui est une coureur qui a accès un peu, qui aurait pu avoir un peu le profil FDJ, quoi, qui a besoin d'équipes qui sont basées sur l'humain plutôt que sur la performance. Et je pense que ça lui réussit bien d'être parti chez Human Powered Health. Mais quand même, quand on voit même son début de saison, elle fait, alors le Down Under, elle le termine pas, l'UAE Tour, elle fait 107e de l'UAE Tour, elle fait 21e du Tour d'Extremadura, et après derrière elle se présente à la Vuelta, où en début de Vuelta, elle termine 89e dès la première étape. On se dit pas que c'est une fille qui va terminer, qui va gagner l'Angliru quand même. Non, elle s'est je vais pas dire qu'elle s'est reposée toute la semaine, mais elle s'est réservée pour le dernier week-end. Elle fait 15e à Las Preres. Donc déjà, tu sentais qu'à Las Preres, tu sentais que ça montait en régime. Tu sentais que ça montait en régime, mais quand même, c'est une énorme surprise parce que l'Angliru, elle fait pas toute la montée en tête, mais elle est au contact des meilleurs. Et puis à un moment donné, quand Paola Blasi part, quand Marion Bunel part, elle suit un petit peu Anna van der Breggen avant de remonter une à une les filles et de déposer Paola Blasi pour aller l'emporter. Elle m'a impressionné, c'est une coureur qui peut être impressionnante parfois. Elle a un peu le problème d'une Gaia Realini maintenant, d'une Urs Kasigart, c'est qu'elle aime pas frotter. Elle a très peur de frotter, donc c'est que forcément derrière, dès qu'il y a une cassure, tu la prends. Dès qu'il y a une bordure, tu la prends. Dès que ça chute devant toi, tu tombes. C'est une coureur qui a peut-être besoin d'être bien encadrée, d'être bien protégée dans un peloton pour avoir des meilleures performances, parce que sinon ça tombe. Bon, voilà, on en a parlé donc de cette vainqueur de l'Angliru, Petra Stiassny de la Human Powered F, qui donc termine 30e du général final de la Vuelta, mais qui accroche surtout une victoire de rêve à 24 ans au sommet de l'Angliru. Voilà, merci Julien, on a pu en parler un petit peu. Bon, on arrête ? Bah non, c'est pas fini. Je voudrais qu'on termine juste par un petit sujet d'actualité dans le cyclisme féminin. On va en profiter pour faire un pas de côté, passer 5 grosses minutes sur ça, parce que j'ai vu passer un article dans l'Équipe. Alors, c'était même avant la Vuelta, c'était à la fin du mois d'avril. Il y a une dizaine de jours, un article de l'Équipe titré, et j'ouvre les guillemets, « Les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer », refermez les guillemets, 2 points, en plein boom, le cyclisme féminin est-il en train
d'imploser. Bon, quand on voit ce titre, on comprend aussi un petit peu ce qu'on avait évoqué plusieurs fois dans Vélo Podcast, notamment quand on a vu Stéphane Delcourt, le patron de la FDJ United Suez, en invité, et c'était de faire grandir le cyclisme féminin, mais de ne pas aller trop vite non plus pour ne pas qu'il y ait trop de femmes laissées sur la route, sur le bord de la route, trop d'équipes laissées sur le bord de la route. Dans l'article est évoqué notamment des pelotons de moins en moins fournis, notamment sur les classiques World Tour lors de ce printemps. On a vu des effectifs en baisse. Je vais prendre les exemples parmi les exemples qui sont cités dans l'équipe. Dans les Strade Bianche, on est passé de 143 coureuses en 2025 à 126 coureuses en 2026. Toujours pareil entre 2025 et 2026 à travers la Flandre, on est passé de 143 à 111. C'est le niveau le plus bas, avec le Tour de Bruges où ils étaient passés de 135 à 112. Certains disent que, alors notamment c'est Natasha Den Houden, la fondatrice de l'AG Insurance, Soudal Team, enfin NXTJ Racing, mais U19, donc chez les juniors. Elle est citée, elle dit: on a construit un toit sans mur solide pour le soutenir, on essaie trop de copier l'écosystème masculin en poussant l'égalité financière à toute vitesse. Résultat, les budgets sont absorbés par les salaires et comme les top coureurs sont rares, ils explosent et derrière c'est plus compliqué pour poursuivre. Julien, voilà, j'en ai parlé en gros de cet article. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as lu, t'es de l'intérieur un petit peu, tu suis pas mal ce peloton féminin toute l'année. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que la bulle a grossi trop vite. J'en ai déjà échangé, notamment avec Marion Hérault, Garnier et d'autres. Le peloton, ça grandit trop vite. La bulle peut exploser à tout moment. Si tu sais, quand t'es petit, tu fais des bulles de savon, tu souffles doucement pour que tu fasses une belle bulle. Là, le problème, c'est que ça a soufflé trop vite et on va avoir quelque chose avec Natasha Van Den Hoed, qui a 3 coureurs dans le peloton, qui a 3 filles dans le peloton, Fake Naven, les Brit Naven et la troisième, je ne sais plus. Le problème, c'est qu'on a construit un monde où t'as World Tour, un tout petit peu en dessous, l'entre-deux, les pros, et en dessous les équipes continentales. Les pro teams qui ont été créés en 2025, l'année dernière. Le problème est que si les organisateurs veulent jouer veulent jouer le règlement, les grosses formations, les grosses courses World Tour, genre tout simplement Tour de France, Paris-Roubaix, pour citer les plus gros noms, ne devraient en principe prendre que les équipes Pro Team et World Tour. Donc, de ce fait, toutes les petites équipes qui sont en dessous, en continental, je pense notamment à City Mesh Product en Belgique ou B-Pink Vini Fantini ou le team High Tech Product, ils ne sont plus invités systématiquement sur ces courses-là. Et eux, derrière, pour vendre ça à leurs sponsors, c'est plus compliqué de dire peut-être qu'on va faire ou encore plus dur qu'avant. Sachant que ils n'ont pas le budget pour passer Pro Team, mais ils n'ont pas non plus l'opportunité d'avoir un plus gros budget s'ils ne participent pas à ces plus grosses courses qui sont les mieux couvertes. On en revient toujours sur cette thématique du début, pas d'exposition, pas d'argent, et ces petites équipes n'étant pas invitées au grand banquet ne peuvent pas manger d'images. Donc du coup, les sponsors aussi vont se désengager petit à petit. Donc, mais ça, on peut le cacher les hommes aussi, Julien, quand même, parce que on a créé ce niveau Pro Tour aussi, Pro Team, et finalement, donc il y a des règles pour que ces équipes soient invitées. Il faudrait plus d'exposition sur les courses de seconde zone qui sont pas les courses World Tour. Je parlais du Tour des Pyrénées qui est en Pro Team, qui est en Pro Tour cette année. Le Tour des Pyrénées qui a grimpé en Pro Tour, c'est très clairement pour ces équipes-là. C'est pour ces équipes-là. Alors Natasha Van Den Hoed, Madame Knaven, on va dire, a raison. Normalement, les points 2, les épreuves point pro, point 2, point 1, point 2, sont faites pour les équipes continentales, pour se montrer, mais derrière, tu vas privilégier, tu as le droit à autant d'équipes en fonction des divisions des courses. Les organisateurs vont aussi inviter les plus grosses équipes pour s'attirer les plus grosses, entre guillemets, coureurs et autres, et c'est ces petites équipes qui vont en pâtir. Donc, faudrait peut-être réfléchir à couvrir plus médiatiquement en télé, notamment les classes 1, parce qu'il y a des très belles courses en classe 1. Tu me charries tous les ans sur la même période, mais la Ronde de Moucron, c'est une très belle course. Le Grand Prix Samin, ce sont des belles courses.
mais pas couverte. Et c'est aussi autant pour les équipes, les sponsors, les équipes en tant que recherche de sponsors que c'est important, mais c'est aussi important pour les coureurs dans le sens où il y a pas comme chez les hommes de vraies courses U23 chez les femmes. Et le Tour de l'avenir disparaît d'ailleurs cette année chez les femmes. Hein. Le Tour de l'avenir disparaît officiellement parce que les coureurs qui l'ont fait ont déjà été sur des grands tours ou autres. Officiellement, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui. Voilà, c'est la vraie raison, c'est qu'il n'y a pas de pognon. Donc là-dessus, et c'est le cas pour clair. toutes les courses. Hein. Pour boucler les budgets pour les courses, chez les hommes comme chez les femmes, c'est très compliqué. Il y avait une belle course en Belgique qui est annulée cette année, qui est dommage, qui était pas le Hageland, enfin c'est une autre version Oui. de Hageland où il y avait les chemins de terre et autres. Cette course est annulée parce qu'il n'y a pas le budget. Et c'était une belle course dans le sens où les hommes et les femmes couraient le même jour. C'était une point 1. Et tu peux inviter, l'avantage des points, c'est que tu peux inviter toutes ces petites entre guillemets équipes qui permettent aussi ce genre de course, des coureurs de se construire. Chez les hommes, tu parlais en pro team, oui, ce système existe, mais sur un système de cyclisme masculin qui a quasiment plus d'un siècle. Ouais. Chez les femmes, c'est tout nouveau ce genre de système. Donc l'écosystème est plus long et à construire. Le problème, c'est qu'il y a certaines parties du cyclisme qui veulent que ça se construise vite pour arriver très vite au niveau des hommes. Donc il va y avoir des gens oubliés au bord de la route, des dérives. Oui, parce que derrière les Demi Vollering qui sont très bien payés, alors pas seulement par FDJ United Suez, mais par les sponsors, par Nike qui investit, une Demi Vollering, une Elisa Longo Borghini qui est recrutée à prix d'or chez UAE. Ça se compte sur les doigts d'une main. Derrière, il y a tout un peloton qui souffre, et notamment dans l'article de l'équipe, est dit que en 2025, selon le syndicat The Cyclist Alliance, 17% des coureuses World Team et Pro Team ne touchent aucun salaire. Et là aussi, tu auras forcément des dérives en disant on va te mettre sur des points 1, mais t'es pas payé, ou on te paye ton déplacement, point. Et c'est de plus en plus, il va y avoir vraiment un accroissement, et forcément pour des demi-Vollering maintenant, pour combien il y a peut-être des futurs demi-Vollering ou des futurs Juliette Labou dans le peloton qui vont se dégoûter parce qu'elles pourront pas faire des points 1 parce que leur équipe aura pas l'argent pour les envoyer, ou des choses comme ça. Et on oublie la base de la pyramide, quoi, tout simplement. C'est très bien résumé par la créatrice de NXTG. Bon, d'ailleurs, j'en profite parce que produire une course de vélo, diffuser une course de vélo, aujourd'hui, il y a que Eurosport qui le fait chez les femmes, et France Télé sur les courses françaises, ardennaises, en tout cas les courses, tout simplement organisé par ASO. Maintenant, Eurosport diffuse ces courses-là. Eurosport ne diffuse pas toutes les courses. Problème aussi pour Eurosport, c'est que toutes les courses ne sont pas rentables à diffuser. Il y a aussi cette réalité-là. Pour les organisateurs, faire une production télé de courses, parce que c'est payé la plupart du temps par les organisateurs, et même sinon, pas la plupart du temps, c'est payé par les organisateurs. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros. Sur une vraie production télé, c'est des dizaines de milliers d'euros, parce qu'il y a les caméras HF, il y a tout un dispositif avec les cas régie et compagnie. Après, il peut exister d'autres moyens de diffuser ces courses, de les produire. Ce serait par aujourd'hui, avec le Starlink, l'iPhone, les iPhones et compagnie. Il y a des iPhones qui filment comme des caméras en 5G. En 4G, 5G, avec des Starlink, vous essayez un peu de retransmettre de cette manière-là. Je le dis, si demain vous êtes organisateur de course, vous n'êtes pas diffusé, à la rigueur, vous savez quoi, nous dans Vélo Podcast, on prend la chaîne YouTube et on récupère un flux et on le diffuse. Franchement, si ce n'est que ça, s'il ne manque que ça et que ça peut être à prix très bas, pour les courses, ça peut permettre une exposition. Vous savez quoi, on le fait dans Vélo Podcast, on se débrouille avec l'organisateur à construire une sorte de production un peu à bas prix, et puis on le fait. Mais tu vois, je dis ça, Julien, parce que c'est vrai que c'est quand même évoqué. Il y a cette volonté de vouloir diffuser, de vouloir retransmettre des courses, mais il y a une réalité économique qui frappe tout le monde en plein visage quand même ces derniers temps, quoi. Ouais, mais moi j'ai donné un exemple qui est plutôt triste. Ce week-end, gros week-end de course en Bretagne, avec Grand Prix du Morbihan, Trobreléon, Classique Morbihan vendredi. T'as eu la classique du Morbihan femme le matin, samedi. T'avais le Trobreléon, le classique Morbihan homme l'après-midi. Après, en coup, tu peux peut-être aussi dire, ok, on est déjà sur place pour la course du samedi, la course du dimanche. On vous fait un prix sur la course du vendredi, quoi. Ouais, franchement, c'est compliqué parce que si tu parles de moyens techniques, ouais. et qu'on voit ton équipe le vendredi matin ou le samedi matin, c'est la même, quoi.
C'est la même oui et non, parce que Ouais. tu payes une journée de plus T'as à les toutes nuits ces d'hôtel, personnes-là. voilà, les ouais. nuits d'hôtel et compagnie, Les- c'est... Les Enfin, prestations certes, mais ça se joue à quelques centaines d'euros près hein, pour les producteurs, pour les, Ah ouais, non, pour mais- les télés, mais même pour les enfin, c'est organisateurs. Hein. pour les organisateurs, c'est pour boucler les budgets, c'est à quelques centaines d'euros près. Et dans un contexte où les subventions, parce que beaucoup s'appuient sur des subventions, les subventions baissent drastiquement ces dernières années et les conséquences, on les voit là. Ah non, mais c'est tout à fait. Puis tu parles de baisse de subventions. Je te rappelle que j'ai un maire à Nice qui baisse toutes les subventions sur des très grosses épreuves. Par Donc, exemple. c'est que Sur l'Ironman, avec l'Ironman qui aura lieu en 2026 et qui après n'aura plus lieu à Nice, voilà pour l'un des gros événements. pareil pour l'Ultra Trail, là. L'Ultra Trail Ah oui. 06. Donc tu vois, c'est. Ouais. Non Mais mais bien des fois, sûr. des fois, des petites subventions, ça peut. Après, t'as des organisateurs, ils disent bah si j'ai pas de télé, j'organise pas. Et ça, c'est Oui. aussi dommageable. Ah ouais. Vous savez quoi, vous êtes organisateur, vous voulez avoir quelqu'un qui diffuse, un média qui diffuse, contactez-nous dans Vélo Podcast, ou passez par Julien, passez par nous, et puis on met à disposition notre chaîne YouTube pour diffuser ces courses-là, et puis on les commentera. Le message est lancé si vous voulez, et si ça vous intéresse, pour avoir cette visibilité. En tout cas, voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de cet article de l'équipe, parce que c'est une réalité, et que derrière la vitrine que va être le Tour de France Femmes avec Zwift, encore une fois, en 2026, il y a toutes ces courses qui galèrent, et notamment on voit ces derniers mois, ces 2-3 dernières années, des courses au niveau continental qui n'ont pas lieu, qui sont annulées faute de budget. Voilà un petit peu, Julien. Je te remercie d'avoir été précis sur ce thème, parce que voilà, il fallait en parler un petit peu aussi. Julien Després, actucyclismeféminin.fr. Merci beaucoup. Mais de rien. Et continuez à nous suivre parce que forcément, ça se fait du bouche à oreille. Et les coureurs aussi se sentent aussi un peu soutenus parce que si ça passe pas forcément sur d'autres médias, et que ce soit Vélo Podcast ou nous, notre tout petit caillou dans la fondation, si on peut continuer à faire vivre ces courses, ce sera avec un grand plaisir. Ouais, en effet. Et puis voilà, nous on parle des hommes comme des femmes. On n'est pas beaucoup à le faire, et on le fait. C'est avec grand plaisir. Le Giro Femmes va arriver dans 3 semaines. Maintenant, à la fin du Giro Homme, on en parlera aussi, tout comme le Tour de France Femmes avec Zwift, et comme on a fait pendant tout le printemps. Julien, je te remercie beaucoup. Merci à toi toujours de nous accueillir. Avec grand plaisir. Le Tour d'Italie est parti. Paul Magnier brille. Il faut s'appeler Paul aujourd'hui pour briller. Paul Sexas, Paul Magnier ou Paola. Voilà, Paul ou Paola. Exactement. Paola Blasi, Paul Magnier, Paul Sexas. C'était le Tour d'Espagne. Vuelta Femenina. On vient de faire le débrief. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes plateformes, YouTube ainsi que Apple Podcast, Deezer, Spotify. Les réseaux sociaux de Vélo Podcast, allez-y, abonnez-vous s'il vous plaît, continuez à nous soutenir. Merci à toutes et à tous. Julien, à très bientôt, et à très bientôt dans Vélo À très Podcast. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.